aider pour monter les sons et avec des discours ou un truc comme ça pour nous faire un petit jingle de lancement, parce que c'est parti, on lance la radio. Comment ça s'appelle finalement? Alors j'ai ma chef d'orchestre qui est là. C'est quoi? C'est 18h à l'Oruffin, c'est ça. Bon, donc on lance ça. En fait, je suis devenu député parce que je pouvais plus faire de radio. Donc j'avais fait un film, Merci Patron. J'aurais bien voulu refaire de la radio. J'en avais fait des années sur France Inter. Et puis l'émission de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, ayant été supprimée, eh ben pour reprendre la parole publique, il a bien fallu que je devienne député. Donc voilà, du coup là, eh ben on m'a créé un super joujou par temps de confinement. C'est une radio à domicile, une radio dans ma cuisine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de radios dans les cuisines, mais voilà. Pas tant de confinement parce que c'est quand même pas quand on est un citoyen ordinaire, ça fait quand même un peu bizarre, un citoyen même exemplaire, de faire une attestation de déplacement dérogatoire pour aller au parc qui se trouve juste en face avec son gosse. Donc je l'ai faite pour activité physique individuelle. On était deux, mais on va considérer que c'est de l'activité physique individuelle. Et sur le chemin qui menait, donc on est en garde alternée avec la mère de mes enfants, et il y a 300 mètres. Il doit y avoir 300 mètres entre les deux. Et mon ex, heureusement, elle avait imprimé le papier, elle avait sa pièce d'identité sur elle parce que manque de peau, ou bien elle s'est fait contrôler par la police. Donc tout ça est fait de manière un confinement très très sérieux et très très surveillé. Mais on va voir, et ça va être, je dirais, le cœur de ce que je vais avoir à raconter aujourd'hui, un fossé énorme, puisque d'un autre côté, dans les grosses boîtes, chez Amazon sur Amiens, chez Dunlop et ainsi de suite, on peut continuer de rassembler 500, 600, 700 et jusqu'à 930 personnes dans un même lieu et dans des lieux où il y a eu des cas de coronavirus avérés. Donc là, et c'est vraiment l'énorme trou quand on regarde, on m'a imprimé les discours de Macron et les discours de Philippe, c'est dans un premier temps, le travail, il n'en parle pas. Il n'y a que le télétravail. Et ce qui dit quelque chose sur une vision de classe dans la société, de croire que tout le monde va pouvoir se mettre en télétravail. Alors que, évidemment, il y a des tas de métiers, d'abord les métiers de service, de lien avec les personnes qui ne peuvent pas se mettre en télétravail, c'est l'évidence, mais aussi dans les usines, on ne se met pas en télétravail. Donc là, il y a une vision de la société qui fait que mettez-vous en télétravail. En fait, ils savent bien que là, il y a un énorme trou dans la raquette de leur confinement, mais comme en fond, il faut que le capital continue à tourner, eh ben, ils n'en parlent pas. Ça a été ça dans un premier temps. Et comme il y a eu beaucoup de doutes qui se sont installés dans les boîtes en se disant, mais est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut pas travailler, est-ce qu'on doit travailler, est-ce qu'on doit pas travailler, puis nous, on veut plus travailler dans ces conditions-là, eh ben, il a fallu que le Premier ministre, là, hier, il mette les points sur les i, avec tout doucement, parce que c'est pas un moment où il faut brutaliser les gens non plus, mais en leur disant, si, il faut aller au travail. Alors, d'un autre côté, pour tout ce qui est la vie privée, on nous dit qu'il faut faire vachement gaffe, de ne croiser personne, de se confiner, de rester chez soi, soit, et puis de la vie professionnelle. En revanche, c'est un peu freestyle, certes, avec 1 mètre de distance. Donc, c'est ça qu'on va creuser, puisque finalement, c'est la première rupture. Vous savez, Macron a dit, les ruptures, je les assumerai. Et je pense que c'est la première rupture qui a demandé à Emmanuel Macron, mais en fait, comme on ne peut pas trop compter sur lui, c'est la première rupture qu'il y a à mettre en œuvre, c'est que l'économie passe après la vie. Après les vies humaines, après la vie animale, après la vie de la planète. C'est l'espèce de dogme qui doit valoir. Et même par temps de crise sanitaire comme ça, au fond, ce dogme-là, il n'est pas complètement renversé, puisque quand il s'agit de faire tourner les grosses multinationales, eh ben, on fait une énorme exception à la règle du confinement sanitaire. Donc voilà, ça c'était mon introduction et je vous annonce maintenant que, parce qu'on m'a dit qu'il fallait quelques minutes pour meubler au début, donc j'ai meublé en faisant une introduction et je vous annonce ce qu'on va faire ce soir. Il va y avoir un point sur les alertes qu'on a reçues en matière parce qu'on avait lancé une possibilité de nous offrir des alertes, donc on va en parler. Le deuxième point, on va faire un point sur le bouquin L'an 01 et surtout, je voudrais remercier d'emblée tout de suite les 2 personnes, des 2 invités qui vont venir pendant cette heure et qui ont accepté d'essuyer les plâtres de cette émission. Je salue Freddy Leonardi, donc qui est délégué CGT chez Valeo Amiens et donc qui est dans le coin. Il est dans le coin. Bon, et puis Dominique Bourg, philosophe, écologiste, qui va nous apporter son regard sur la crise. Grand merci à eux de venir essuyer les plâtres en la matière. Merci aussi à mon équipe, notamment à Sylvain, qui a très rapidement, après avoir monté le site L'an 01, très rapidement, il a mis la possibilité de faire des lives et des interviews en live sur pied. Donc, grand merci à eux. Alors, sur les alertes qu'on a reçues, on en a vraiment reçu énormément. On en a reçu énormément et toutes ont, au fond, trait à
est-ce que ce sont déjà les oubliés de l'ordinaire qui vont être les oubliés de la crise sanitaire? Par exemple, on a un message d'une personne qui s'appelle François, qui est invalide et qui donc a des problèmes de revenus et qui nous dit que voilà, les lieux d'achat de denrées alimentaires pendant cette pandémie, les Restos du Cœur ne sont pas compris là-dedans. Du coup, elles n'ont pas l'autorisation d'accueillir des bénéficiaires, ou elles vont obtenir de quoi manger ou obtenir des produits d'hygiène. Mais plus largement, c'est tous les métiers qui sont déjà, on fait une mission. D'ailleurs, j'avais interviewé Dominique Bourg, on s'était entretenu là-dessus à l'Assemblée nationale autour des métiers de lien avec les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, les animateurs du périscolaire. Et on a des témoignages de ces trois métiers qui nous sont parvenus. Alors, par exemple, on a comme assistante maternelle qui n'a plus de travail. J'ai demandé à ma banque si elles allaient mettre en place un arrêt des remboursements de prix immobiliers, mais sur son dernier message, rien n'est prévu à cet effet. Donc Magali, qui est assistante maternelle dans l'Isère. On a ensuite une animatrice vacataire qui nous dit, bah voilà, déjà sur Paris, on avait eu le problème pour se faire payer, et là maintenant, moi, je n'ai pas droit au RSA ni au chômage, car je n'ai pas assez cotisé. Donc c'est un peu déjà ceux qui sont précaires qui vont se retrouver ultra précarisés dans la crise sanitaire en cours. Par exemple, moi ce matin, j'ai reçu un appel d'une auxiliaire de vie sociale, donc dans le Vimeux. Le Vimeux, c'est dans la Somme, qui, elle, a eu pour prescription de son médecin d'avoir 5 masques parce qu'elle avait eu un gros souci de santé. Elle avait eu une grippe, mais qui n'était pas le coronavirus. Son médecin lui a prescrit des antibiotiques et 5 masques pour reprendre le travail chez les personnes âgées. Elle est passée à la pharmacie qui lui a refusé les masques parce que c'était réservé aux kinés, aux médecins, aux infirmières. Pas 5 masques, même un masque, ils lui ont refusé de le donner. Donc, on voit bien là qu'il peut y avoir la logique de classe de la société, elle peut continuer à se produire aussi en temps de crise sanitaire, voire à être étendue. Alors, je vous donne des nouvelles du bouquin qui est en cours. Donc, ce matin, j'ai commencé à rédiger. J'avais une grosse interrogation sur la forme à donner au bouquin parce que d'habitude, j'aime bien donner être une adresse. J'ai fait une adresse là-dedans. Il est où le bonheur? C'était une adresse aux jeunes générations. J'ai fait ensuite une adresse à Macron dans ce pays que tu ne connais pas. Et là, j'ai du mal à trouver un peu la forme qui pourrait convenir. Donc, bon, j'ai laissé un trou en jaune sur les discours des libéraux et on a reçu des choses là-dessus. D'ailleurs, je vous proposais un jeu tout à l'heure et il y aura un truc à gagner. Bon, bon. Je dirais que le prochain chapitre que je vais entamer, je pense pas demain parce que demain je vais terminer l'introduction. Alors, je me lève tôt, je suis fatigué parce que faut savoir que j'écris à 4-5 heures du matin mon équipe m'a interdit pour l'instant de mettre directement le texte sur Google Doc par peur que j'écrive des grosses conneries et que de ce fait-là, il y ait une capture d'écran qui soit faite et que ça se retourne contre moi. Maintenant, j'ai quand même envie de faire ça en direct sur Google Doc, juste pour le plaisir. Mais donc, le chapitre, je voudrais faire un chapitre, je vous le dis, parce que voir si ça fait écho en vous, en quoi la crise sanitaire est au fond une crise démocratique. C'est-à-dire quand on voit que on est quand même un pays fait d'intelligence. Il y a des tas d'épidémiologistes dans ce pays. Il y a des tas de gens qui observent ce qui se passe en Chine ou ce qui se passe en Italie. Il y a des journalistes. Il y a même une ministre de la Santé qui est au courant. Et il faut attendre que ça remonte jusqu'à la tête du chef de l'État par qui tout doit passer pour que 3 jours avant, d'un seul coup, jeudi dernier, on nous tire la sonnette d'alarme en dernière minute, alors que encore quelques jours auparavant, on nous disait que il fallait continuer à vivre normalement avec le coronavirus. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale sur le coronavirus, mais il n'y a pas eu de vaste débat non plus dans l'arène de la presse sur qu'est-ce qu'il faut faire en matière de coronavirus. D'un seul coup, c'est le chef de l'État, c'est par lui que tout doit passer, et la grande décision se prend au sommet de l'État. Et je pense qu'au fond, la crise sanitaire traduit aussi une crise démocratique et je voudrais travailler là-dessus. Donc, c'est un extrait du texte de Macron qui, dans son allocution de jeudi dernier, puisqu'on va faire un commentaire de texte, qui, dans son allocution de jeudi dernier, parle des faiblesses de nos démocraties. Et je pense qu'il veut dire qu'au fond, il y a trop de démocratie et que si jamais il avait plus de pouvoir, le chef de l'État avait plus de pouvoir, il serait plus à même de réagir plus rapidement. Et je pense que c'est l'inverse. C'est surtout la faiblesse de notre démocratie qui permet pas d'avoir été prévoyant en la matière et de se dire, bon, quel chemin on va prendre
il n'y a sans doute aucun chemin parfait dans cette crise, mais quel chemin on va prendre pour s'en sortir le mieux possible? Est-ce qu'il nous faut produire des masques? Est-ce qu'il nous faut produire du gel anti-alcoolique? Est-ce qu'on peut se préparer à du confinement? Ou est-ce qu'il faut que ça se fasse dans l'urgence, de manière improvisée, en dernière minute? Donc voilà sur quoi je vais travailler. Voilà. Alors, je voudrais revenir au thème de cette émission et qu'on accueille, si notre chef d'orchestre veut bien faire ça, qu'on accueille Freddy Leonardi. Freddy Leonardi, qui est donc délégué CGT chez Valeo à Amiens, une entreprise donc qui est située sur la zone industrielle. Bonjour Freddy, tu m'entends? Salut François, salut à toutes et à tous, je t'entends très bien. C'est génial. C'est génial. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment, dans un site comme Valeo, nous dire ce qui est produit là-bas, combien il y a de salariés et comment se passe la crise sanitaire, comment elle est accueillie dans une usine comme Valeo Amiens? Valeo Amiens embrayage, nous sommes 960 salariés en CDI. Ça fait 1100, un peu plus de 1100 salariés en chiffre juridique, quoi. Là, la crise, on a eu le premier cas de la Somme, il faut le savoir déjà. C'est pas banal. Donc c'était quand? C'était il y a une bonne quinzaine de jours maintenant, de mémoire. Oui, c'était début mars, de mémoire. Le 3 mars, je crois que c'est le 3 mars de mémoire. Le week-end qui a suivi, on a eu 2 nouveaux cas. Donc la direction a pris des mesures très fortes. C'est-à-dire qu'ils ont mis la fameuse quarantaine qui est une quatorzaine en vérité, de façon à ce que les salariés soient protégés. Donc ça nous a fait 4 jours de chômage technique. Donc c'est du lundi au jeudi. On a repris le boulot le vendredi. Mais entre-temps, le vendredi, on apprend que c'est plus 3 cas qu'on a, mais c'est 8 cas. Et là, on leur demande quelles mesures ils vont prendre, quoi. Et là, en face de ça, ils mettent des mesurettes. Les syndicaux CGT ont mis un droit d'alerte. Non, même pas, un DGI. On a mis un DGI en place. C'est quoi la DGI? DGI, c'est tu as raison, il faut préciser aux gens. Un danger grave et imminent. Donc, ça oblige l'employeur à mettre les mesures en place de façon à ce que les gens ne soient plus en danger, tout simplement. Or, on s'est aperçu qu'ils ont mis des mesurettes, quoi. Et comme on a mis ce DGI, ils ont réussi à demander des masques. Donc, mardi, j'étais content et fier de montrer tous ces masques qu'ils avaient, 4000 masques et 5000 qui doivent arriver là prochainement. Donc, ils sont prêts à tout à un moment pour répondre à l'urgence. Pour autant, on dévalise donc tout ce qui est hôpitaux et compagnie qui, eux, n'arrivent pas à s'approvisionner. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui, les hôpitaux ou Valeo? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Donc là, en passant de 3 à 8 cas, il y a eu 9 cas maintenant, non? C'est pas ça? Il y a beaucoup plus que ça. Là, il y a peut-être 50 cas à l'heure où on se parle parce qu'on ne dépistait plus les gens. Et c'est une hécatombe. Tout le monde va. Les arrêts de travail pleuvent à longueur de journée à Valeo. D'accord. Et donc, en fait, vous êtes ce qui est un foyer d'épidémie. Vous êtes devenu ce que les macronistes appellent un cluster, quoi. Ouais, ils appellent ça comme ils veulent, je ne sais pas. Mais oui, il y a un foyer infectieux. D'ailleurs, on l'a vu. Les cas vraiment avérés, c'était dans le même secteur, quoi. Dans le même secteur, c'était quel secteur alors? C'est au VI principalement. C'est au VI principalement. On a eu le premier cas et ça, c'est l'épidémie. C'est quoi le VI? Le VI, excuse-moi, ouais, c'est le véhicule industriel. Là, on fait les embrayages de camions et éventuels bus, quoi. D'accord. Donc là, c'est-à-dire, vous passez de 3 à 8 cas et toi, tu dis vraisemblablement plusieurs dizaines de cas. Et le choix que fait Valeo, c'est pas de dire on ferme la boutique, c'est de dire on va vous trouver des masques. Ouais, c'est ça. On répond tout de suite au DGI, donc le danger grave et imminent, pour pas être embêté avec l'inspection du travail. En parallèle, pour info, lundi matin, on avait un mail du grand directeur, Jacques Aschenbroich, qui lui nous dit nous avons mis toutes les mesures de sécurité en place pour tous les sites, etc. Et derrière, voilà. Donc, vous pouvez continuer de travailler. On a mis tout en sécurité, quoi. Ouais. Travailler. Je vous m'avais envoyé le mail. Donc, le mail, il dit pour ceux qui doivent être présents sur leur lieu de travail, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Enfin, en tout cas, toute la production, on ne peut pas faire du télétravail quand on est à la chaîne, quoi. Tout le personnel de production, effectivement, et tout ce qui gravite autour, à savoir les gens de maintenance, etc. Ouais. Et donc, vous habitez où, Freddy? À Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur. Donc, quand vous allez de Saint-Sauveur à Amiens, tous les matins, vous faites une attestation de déplacement dérogatoire et tout ça? Non, personnellement, j'en fais plus. On a déposé un droit de retrait pour mettre les salariés en sécurité. Donc, je ne fais plus la route. Moi, je suis confiné comme tout le monde. Je joue le jeu. Les experts de la santé nous le disent bien, il faut se confiner. C'est le meilleur moyen de pallier à cette pandémie. Donc, voilà, il faut jouer le jeu, c'est tout. D'accord. Et les autres salariés, parce que hier, ils se sont mis en grève d'eux-mêmes, on peut dire quasiment. Et chez Valeo à Amiens, ils ont arrêté le travail et ils sont allés voir la direction. Oui.
Enfin, sur la direction, je demandais à voir la direction n'est jamais venue. Ce sont nous, les élus, qui sommes allés les voir pour leur raconter ce que nous disait notre direction, quoi. Mais en gros, faut finir de produire ce qu'il y a à produire, et quand il n'y aura plus de composants, on arrêtera de travailler, quoi. En sachant que déjà nos clients, pour la plupart, sont arrêtés et que nos fournisseurs s'arrêtent, quoi. C'est continuer pour continuer, quoi. Faut jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière pièce, faut y aller, quoi. Et donc là, pour des embrayages, on rappelle, c'est pas des produits de nécessité première, c'est pas de l'alimentation, parce que franchement, ça serait des produits alimentaires, on pourrait comprendre, ça serait des produits médicaux, on pourrait comprendre, mais là, on est sur des embrayages de voitures, et c'est vrai que je pense pas que ça soit dans ce moment-ci que tout le monde a envie d'acheter une bagnole, quoi. Pas forcément. Donc là, même s'il y a sans doute plus d'une dizaine de cas et peut-être plusieurs dizaines de cas d'avérés, est-ce que vous avez eu des nouvelles de l'Agence régionale de santé? Absolument pas, non. Non. On n'a aucune nouvelle. Non, on n'a aucun retour, on ne sait pas. Puis on est dans le. Et on demande à la direction de nous donner des chiffres sur les gens contaminés. Aujourd'hui, ils ne savent pas nous dire. 18, il y a 8 cas avérés. Les gens qui s'en vont, ça peut être de la grippe, tout ce que vous voulez. Et les autres salariés, ils continuent d'aller à l'usine, ou il n'y a que les délégués syndicaux qui se sont retirés? Comment ça se passe? Non, il y a plusieurs salariés qui ont exercé leur droit de retrait. Pour autant, la direction exerce des pressions sur les jeunes embauchés, sur les intérimaires. Malheureusement, ce sont toujours eux qui sont exposés. Donc, la pression, ils savent faire que ça. Et aujourd'hui, vous savez quelle part des salariés va à l'usine? Aucune idée. J'ai envie de dire une moitié, parce que entre les arrêtés en maladie, ceux qui gardent leurs enfants, et peut-être même moins de la moitié. Donc peut-être, en tout cas, il y a plusieurs centaines de personnes qui continuent de se rendre dans une usine où il y a eu au moins une dizaine de cas déclarés, quoi. Bien sûr, oui. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce fossé entre ce qui se passe sur le terrain individuel, on vous dit, sur le terrain personnel, on vous dit une dérogation pour aller au parc avec les policiers qui peuvent vous contrôler et ainsi de suite. Et de l'autre côté, sur le plan professionnel, là, il faut que ça continue à tourner normalement, même dans des endroits où il y a eu des cas de Covid-19 déclarés. Non, on ne comprend pas cette déconnexion. On se fait arrêter par les gendarmes. Enfin, moi, je ne suis pas sorti, donc je n'ai pas été arrêté. Mais soi-disant, les gendarmes sont à main nue, n'ont pas de masque, etc. Ils vous demandent le papier. Enfin, il y a une vraie déconnexion. Et puis, on peut aller travailler alors qu'il faut se confiner. Mais enfin, c'est juste incompréhensible. Et vous avez écouté le discours de Macron et de Philippe? Oui, enfin, comme ça, vite fait, quoi. Je voulais pas écouter, mais j'ai écouté quand même, quoi. Ouais, c'est juste aberrant, quoi. C'est aberrant. On prend des mesurettes. C'est-à-dire, vous pouvez pas aller à l'enterrement d'un proche, par contre, vous pouvez aller bosser, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste aberrant, c'est une aberration. Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Freddy. Et puis, de toute façon, bon, je suis le député du coin, hein, donc c'est comme ça que j'étais en contact avec Freddy. Non, mais si, toi, tu le sais, mais je le dis pour les gens. Et donc, c'est vrai qu'hier, j'ai fait la tournée. J'ai appelé Amazon, j'ai appelé Dunlop, j'ai appelé les auxiliaires de vie sociale, j'ai appelé un certain nombre de boutiques comme ça pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait sur le plan professionnel. Et c'est comme ça que tu m'as raconté que au moment où je t'appelais, justement, vous étiez en bas du bâtiment et donc la direction n'a pas reçu les salariés. Enfin, la direction était prête à recevoir les salariés, mais dans une salle, on était déjà nombreux comme élus, on n'allait pas en ramener les salariés. Enfin, ils n'ont pas voulu de toute façon les salariés venir, ils n'allaient pas se confiner alors qu'on était dehors. Ils n'avaient qu'à descendre et expliquer aux salariés, c'était moins dangereux que dans un lieu confiné. Ok, très bien. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Freddy, et puis bon confinement. Qu'est-ce que tu fais du coup? À quoi tu passes ton temps? Pas grand-chose. Bah, j'ai eu la chance quand même de pouvoir tondre après-midi, c'est à faire. J'ai un petit jardinier derrière chez moi, donc malgré tout, j'ai réussi à tondre après-midi, c'est une bonne chose. J'ai entendu ta femme qui disait que c'était l'apéro bientôt. On va être obligé de passer, ouais. Et on va y aller doucement. Il faut les réserves pour le jour, apparemment. Ça roule. Je te remercie beaucoup, Freddy. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Alors, on va faire un jeu là. Qu'est-ce qu'on gagne? Je fais gagner Jeu du Soleil, Madame la chef d'orchestre. Ouais. Allez, je fais gagner un Jeu du Soleil, un Merci Patron, et puis un Il est où le bonheur, et puis un du prochain bouquin. Je vais vous citer un discours et vous allez me dire de qui il est. D'accord? Il faut tirer les leçons de la crise pour qu'elles ne se reproduisent pas. Nous venons de passer à 2 doigts de la catastrophe. On ne peut pas prendre le risque de recommencer. Est-ce qu'on a des réponses ou pas? Pas encore.
Je poursuis donc. L'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché qui a toujours raison, c'est fini. Je poursuis. Nous pouvons sortir plus fort de cette crise si nous acceptons de changer nos manières de penser et nos comportements, si nous faisons l'effort nécessaire pour nous adapter aux réalités nouvelles qui s'imposent à nous, si nous agissons au lieu de subir. Il faut un nouvel équilibre entre l'État et le marché, alors que partout dans le monde, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir. Alors, je continue. Une certaine idée de la mondialisation s'achève avec la fin d'un capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, était une idée folle. L'idée que les marchés ont toujours raison était une idée folle. Alors, est-ce qu'on a des… Alors, je lis. Mélenchon. Ah, mais non, c'est pas Mélenchon. Macron, c'est pas Macron. Il y en avait un de bon là. Il y en a des bons. Le maire, c'est pas bon. Macron, ben oui, j'ai fait exprès parce qu'on croirait vraiment le discours de Macron de jeudi dernier. Ça y est, il y a une crise. On va agir dans la crise et vous verrez, après, ça sera plus jamais pareil. Après, tout aura changé. Il y aura un avant coronavirus et un après coronavirus. Tout comme là, puisque c'est de cette époque-là, ça date. Tout comme là, il y aura un après, un avant Lehman Brothers et un après Lehman Brothers. Ben non, il n'y a pas eu, ça a continué comme avant. C'est pour ça qu'il nous faut agir pour pas les laisser continuer comme avant. Mais je vois un certain nombre de monde répondre. Marché, c'est pas bon. Hollande, c'est pas bon. Philippe, c'est pas bon. Celui qui est bon, c'est Nicolas Sarkozy, puisqu'il s'agit du discours de Toulon avec, donc, qui est discours de Toulon du jeudi 25 septembre 2008. Donc voilà, Nicolas Sarkozy, tous ceux qui ont répondu Nicolas Sarkozy, il y en a quand même un paquet. C'est pas possible, il y en a trop de. Bon, bah ça sera les premiers qui auront répondu. On va revérifier ça. Et je veux dire autre chose, c'est que ce discours nous a été envoyé par une des personnes qui a participé sur le site l'an 01, qui a vu la demande que je faisais, parce que pour écrire mon bouquin, j'ai dit, bah voilà, j'aurais besoin qu'on me retrouve des discours de libéraux de l'époque qui viennent battre leur coulpe en disant c'est fini, on recommencera plus. Et donc là, il s'agit de Sylvia Alvino, une dame qui donc nous a envoyé ce discours de Toulon. Voilà. Et donc, bah écoute, Sylvia Alvino, elle aura évidemment droit aussi à un cadeau, quoi. Alors, les gagnants, on me dit, je n'arrive pas à lire, Benoît Sibéras et Lutus Vulgaris. C'est ça? Bon, j'arrive pas à lire, mais c'est peut-être parce que c'est des noms d'internet et donc bon, voilà. Bon, après, l'écriture de ma chef d'orchestre laisse aussi un peu à désirer, mais c'est pas grave. Ok, perdu sniff, je le vois. Oui, bah oui. On va appeler Dominique Bourg. Alors, Dominique Bourg, donc qui est philosophe. Tu m'entends, Dominique? Ah, attends, c'est mon micro qui est coupé, c'est le tien. C'est ton micro qui est coupé, je crois. C'est bon? Alors ça… C'est bon, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'était okay. Chez nous. C'est la première fois qu'on fait ça, donc forcément, il y a des petits bugs, mais je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt pas mal pour l'instant. Donc Dominique, on se connaît bien maintenant. Tu es en Suisse là ou bien tu es en France? Oui, non, je suis à Lausanne, je suis chez moi. Tu es à Lausanne, chez toi. Donc, on s'était vu, déjà, on avait fait un entretien avec toi dans les jardins du Luxembourg. Tu es venu témoigner à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission des liens. Et quand tu es arrivé, cette crise du coronavirus, l'une des personnes à qui je me suis dit avec qui je voulais parler, m'entretenir, il y avait Pablo Servigne, évidemment, il y avait Cynthia Fleury sur l'hôpital, et je pensais à toi. Je posais une première question. Est-ce que ce virus, il est de droite? Parce que finalement, on nous demande de couper les liens avec nos proches, même avec mes parents, tu vois. Et finalement, la consigne sanitaire est de renforcer un individualisme qui est déjà la pente de la société. Ou alors, est-ce que ce virus, il est de gauche? Parce qu'il vient nous dire que il y a quelque chose de plus important que l'économie, c'est la vie, et que du coup, il y a des mesures fortes qui peuvent être prises, et là, en l'occurrence, on est capable de les prendre en urgence. Est-ce que ce virus, il est écologique ou est-ce qu'il est anti-écologique? Il est apparemment tout à la fois, et puis ça va surtout dépendre du dénouement de toute cette affaire. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est-à-dire ce qu'on va en faire. Hein, et le rappel du discours de Sarko est un bel avertissement.
Moi, j'aimerais revenir 2 secondes, si tu veux, au témoignage de Freddy, qui était quand même extrêmement intéressant. Hein, première chose très choquante comme ça, c'est le fait que cette entreprise arrive à avoir des milliers de masques, alors on a du mal à les avoir pour les soignants. Alors pas simplement alors évidemment, bien sûr, les soignants à l'hôpital, mais aussi tous les soignants en libéral qui continuent à travailler, et tout ça effectivement pour quelque chose de totalement absurde. Les autres boîtes s'arrêtent, Renault, tout ça s'est arrêté, eux ils continuent à faire leur embrayage. Il y a un côté quand même effectivement assez effrayant dans cette histoire-là. Et puis effectivement, on voit très bien qu'il y a une espèce de zone d'ombre. C'est-à-dire que ça, heureusement qu'il y a cette émission, on ne le met pas en avant. On a une sorte de totale absurdité. Et ce qui se passe chez Valeo nous indique bien ce qui pourrait se continuer à se passer après, si on n'agit pas. Et puisque là, le primat d'une logique économique étroite, il est affirmé absolument sans aucune honte. Et qu'est-ce qu'on fait pour en sortir par la voie de gauche et par la voie écologique? Alors, disons déjà, c'est pour revenir, si tu veux, je crois que le parallèle avec 2008-2009, il est quand même assez étroit, parce qu'on est dans une situation qui est très, très, très différente. Moi, je dirais déjà la première différence, c'est que cette histoire-là arrive, elle n'est pas d'origine économique, justement, elle est d'origine sanitaire. On y reviendra, ce côté sanitaire, il a sans doute des aspects écologiques qu'on découvrira petit à petit. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on a déstabilisé tous les écosystèmes. Quand tu déstabilises un écosystème, tu casses l'équilibre entre les populations. Ça peut donner des criquets comme là en ce moment en Afrique, et ça peut donner aussi si tu veux, des populations de pathogènes qui vont s'étendre, qui vont rentrer en contact avec nous, etc. C'est un côté qui est très important. Et dans l'histoire, chaque fois qu'on a eu des crises, si tu veux, encore une fois, touchant les écosystèmes, mais sans que les êtres humains y soient pour quelque chose. Par exemple, les refroidissements brutaux qu'a connus l'histoire, tu as quasi systématiquement derrière des problèmes d'attaque de germes, de pathogènes. Donc, on est sans doute déjà forcément dans une configuration comme ça. Bon, ça n'a rien à voir avec 2008-2009. On a donc un phénomène écologique et sanitaire qui débouche sur un phénomène à la fois politique, dans un premier temps, et puis ensuite, il y aura des conséquences dont on ne sait pas quelles elles seront aujourd'hui, sur un plan politique, sur un plan économique, sur un plan financier, etc. Mais moi, ce qui me semble aussi très important, c'est que tout ça arrive à un moment donné où l'état d'esprit de la population n'a rien à voir avec celui qui était le sien en 2008-2009. On a eu plusieurs sondages à la fin de l'année qui nous ont montré que dans l'esprit des gens, on a basculé. Je ne dis pas qu'on change nos comportements, mais culturellement, on a compris qu'on va continuer une croissance à l'infini. La plupart des gens ont compris, au moins 55%, la population a compris. Ça arrive à un moment donné où les gens sont très sensibilisés à cette question de l'effondrement. Il y a l'étude de la Fondation Jean Jaurès, avec 7 personnes sur 10 en Italie, 6,5 sur 5 en France, un peu plus de 5 aux États-Unis, un peu moins de 4 en Allemagne. Donc voilà, le contexte, il est très différent. Je dirais que les cartes sont là. Et ce phénomène-là, la différence de 2008-2009, en fait, il vient vraiment confirmer des angoisses qui étaient là avant. Alors qu'en fait, toute l'histoire des subprimes, les gens ne savaient rien. Donc ça a surpris les gens. Ça n'a pas trop surpris ceux qui connaissaient la chose. Mais là, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est dans une situation qui devient vraiment très bizarre. Et donc, cette attaque du coronavirus vient en quelque sorte confirmer un peu une intuition qu'on partage tous. C'est-à-dire que la manière dont fonctionne ce monde est dingue, et qu'on a tout mis cul par-dessus tête. C'est-à-dire qu'on a mis l'économie, qui est normalement un moyen pour la finalité qui est le bien-être des gens, on a fait rigoureusement l'inverse. Et on le voit encore dans Valeo, c'est archi clair. C'est même pas le bien-être des gens, c'est leur santé et leur vie. Pour vous, finalement, la crise du coronavirus est comme une sentinelle, comme un avertissement, comme un prémisse de pire qui pourrait se produire derrière? Déjà, tout de suite, en plus, ce qui est très différent de ce qui s'est passé en 2008-2009, c'est que là, je ne sais pas quand, disons, le pic d'épidémie va redescendre, etc. Probablement dans 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, je ne suis pas un épidémiologue. Mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'on va enchaîner avec un été qui très probablement sera à nouveau un été chaud, avec des phénomènes comme ceux qu'on connaît, inondations hors normes, méga feu, etc. Donc, on continue totalement dans ce trend, et on sait très bien qu'un récent rapport de l'ONU qui vient nous le dire après le rapport du GIEC d'octobre 2018, la seule chose qu'on a fait, c'est pas une transition, c'est une décélération brutale
de nos consommations d'énergie. Ce qu'on est en train de faire là, mais pour d'autres raisons. Donc, et puis en plus, ce genre d'attaque de germes, comme je viens de le dire, ça c'est probablement pas la dernière fois. On a tellement tout dézingué qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait des phénomènes comme ça qui puissent revenir. On le verra bien, mais ça me paraît pas absurde que de l'affirmer aujourd'hui. Donc voilà, si on comprend tout ça, on devrait avoir l'énergie de ne pas accepter de revenir. Alors non, alors je me demande bien dans quelle mesure c'est possible, parce que si on fige l'économie pendant 2 mois, hein, il y a par exemple ce message qui circule sur le web qui dit ben, le seul moyen qu'on va de s'en sortir, c'est une annulation globale de toutes les dettes. On remet les pendules à zéro. J'ai entendu Edouard Philippe qui parlait de nationalisation. C'est quand même un comble que ces gens-là parlent de nationalisation. Mais ils vont nationaliser sans un rond. Donc en fait, on voit bien que si ça va loin, si ça fige un certain temps, et de façon assez large, bah, c'est carrément le fond de la logique sur laquelle on a fonctionné qui se pète la figure. Oui, ça ne peut pas être seulement un aménagement, voire quelques mesures, même un peu radicales, type réquisition, ou parce que là, c'est vrai que ça rouvre une image, cette crise rouvre un imaginaire politique. Je me souviens, moi, quand j'ai déposé ma proposition de loi sur l'interdiction du trafic aérien, des vols intérieurs quand il y a plus de 2h30 en train, enfin un truc comme ça qui était quand même assez centriste, on va dire, quoi. Et bon, et déjà c'était la levée de bouclier. Comment peut-on interdire ça et tout ça? Et d'un seul coup, boum, 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 des interdictions à la mobilité dans tous les sens. C'est sûr que du coup, réquisition, nationalisation et tout ça, ça rouvre un imaginaire politique. La question, c'est une fois sorti de cette crise-là, est-ce que des outils de cette nature ou de nature un peu moins sévère quand même pourront être mis en œuvre pour servir à la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple? Oui, c'est le problème. En tout cas, en fait, si la crise qu'on traverse, j'espère que les gens vont bien faire le lien avec ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire effectivement le climat. Là, une crise sanitaire, bon, normalement, c'est quelques mois, on en sort. Ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que ce qui se passe avec, pas seulement le climat, hein, ce qui se passe avec la biodiversité, ce qui se passe avec l'empoisonnement des écosystèmes, on n'en sort pas avec des mesures comme ça. C'est une transformation au temps très long. Et c'est carrément le monde grâce auquel on peut vivre qui est en train de changer autour de nous. Et là, on a ce qui est assez marrant dans la crise d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de passage quasi direct entre un diagnostic scientifique et la prise de mesure. Ce qu'on ne fait absolument pas avec la question du climat. Mais ça suffit pas. Le témoignage de Freddy l'a bien rappelé tout à l'heure. En fait, le changement par rapport au climat, il sera acceptable que s'il est partagé. Et entendons-nous bien, partagé, c'est très clair. Ça ne veut pas dire que c'est le même poids pour tous. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui sont, enfin, c'est le lien entre la destruction de l'environnement et le niveau de revenu, et le niveau de richesse, il est limpide. Il est très clair. Donc en fait, il n'y a pas d'écologie, moi je le dis tout le temps, si on ne réduit pas les écarts de richesse. Donc c'est une refonte fondamentale du système. Et c'est une refonte, et la refonte, en même temps, on doit éviter les erreurs du passé dans notre refonte. Donc c'est un enjeu gigantesque. Et on a une dizaine d'années pour le relever. Si on ne le relève pas, on fait exploser les émissions. Là, on sera à plus de degrés en 2040. Plus de degrés, je le dis pour les gens qui nous écoutent, hein, plus de degrés, ça signifie déjà que pendant quelques jours de l'année, entre les tropiques, on a des zones où l'accumulation de chaleur et d'humidité fait qu'en 7 à 8 minutes, on n'arrive pas à évacuer la chaleur de son corps et on meurt. Ça, à 2 degrés, c'est déjà quelques jours dans l'année. Maintenant, si on laisse exploser cette histoire-là, bah, si on va trop loin, on pourrait avoir carrément, de façon quasi permanente, toute la zone tropicale qui devient inhabitable. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est autrement plus important que le coronavirus. Mais en même temps, on peut dire qu'on a une mise en jambe assez géniale avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est d'arriver à refaire des priorités. On vient de voir avec Freddy que tout le monde n'a pas encore bien compris, mais c'est ça, normalement, la leçon. C'est-à-dire, finalement, ça revient à poser la question des fins. Moi, je dis, ce qui m'effraie le plus dans Macron, c'est quelque part une logique fonctionnaliste. C'est-à-dire, il faut que ça fonctionne, sans se demander quelles sont les finalités qui sont visées. Et là, la crise sanitaire, elle nous force à se demander quelle finalité on vise.
Et ça devrait être, la politique devrait être un instrument en permanence pour se demander quelle finalité est visée. Et quand on a, en fait, quand n'est pas énoncé la finalité qui est visée, c'est que la finalité visée est économique et que c'est ce qui prime. Ça veut dire une accumulation de moyens et des disparités de richesse qui s'accroissent. Et ça, c'est l'anti-finalité par excellence. Est-ce que parmi les outils là, un outil c'est un truc que moi j'ai en tête parce que il y a cette histoire en Angleterre. Je suis un grand lecteur de l'épidémiologiste Richard Wilkinson, hein, et qui raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait du rationnement en Angleterre, mais de manière complètement contre-intuitive, eh bien l'espérance de vie a cru de 6 à 7 ans et le taux de pauvreté a été diminué par 2. Pourquoi? Parce que les pauvres qui d'habitude avaient peu, eh ben là, grâce au rationnement, finalement, ils avaient un peu plus. Et les riches, bah, peut-être qu'ils avaient moins de cholestérol. Bon, je sais pas. Mais donc voilà. Donc en tout cas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a et ça grâce au rationnement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un mot que je n'osais pas prononcer. Alors qu'au fond, je peux le dire là un peu, en chuchotant peut-être, mais je pense que il faut rationner, notamment par exemple les vols aériens, les voyages longue distance. Il faut en fait, il faut à nouveau imposer des limites. L'humanité doit vivre avec des limites et les hyper riches doivent vivre aussi avec des limites. Je me souviens d'un yacht qui se trouvait en baie de Monaco, puisque j'avais été faire un reportage là-bas pour Daniel Mermet, et le yacht s'appelait Limitless, sans limite. Et ça disait tout, à mon avis, de la psychologie de cette oligarchie. Donc, est-ce que le rationnement, par exemple, paraît un outil qui peut revenir dans les esprits sans nous rappeler, parce que nous, le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale en matière de rationnement n'est pas aussi optimiste. On n'a pas le même souvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le gouvernement anglais, pourtant c'était celui de Tony Blair, hein, mais qui avait imaginé en 2007-2008 d'instaurer une carte carbone, et sur la carte, il y aurait eu un quota. Simplement, c'était du Blair, c'est-à-dire qu'ensuite, après, les riches rachetaient sur une bourse les quotas non dépensés des pauvres. Donc ça, niette. Mais en revanche, ce que les Anglais ont pratiqué pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est extraordinaire que tu le rappelles, parce que c'est pour ça qu'eux pouvaient penser aux quotas, parce que l'imaginaire associé n'est pas le même que chez nous. Chez eux, il était très positif. Et c'est très important de rappeler qu'effectivement, en fait, quand on a affaire à une pénurie, le seul moyen d'assurer la justice, c'est les quotas. Si quand tu as une pénurie, tu n'as pas de quotas, ça veut simplement dire que certains vont se goinfrer et que les autres vont manquer. C'est très clair. Or, on rentre par rapport à pas mal de biens, on va rentrer dans une dynamique de cette sorte-là. Pour moi, j'ai absolument aucun problème à dire que oui, on doit imposer pour un certain nombre de dépenses matérielles des quotas. Et imposer des quotas pour un certain nombre de dépenses matérielles, ça fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est comme en fait toute dépense et tout écart de richesse, il va se traduire matériellement. Si tu imposes une logique des quotas pour l'essentiel des dépenses, tu recrées une société où les gens se portent mieux, qui est beaucoup plus solidaire, et très rapidement, tu réduis de façon très importante eh bien, des disparités, des différences qui n'ont pas lieu d'être par rapport à l'essentiel. Et en fait, on a une alternative. Aujourd'hui, on ne parle pas de quotas. Le gouvernement, en permanence, il parle de taxes. Et même là, à la limite, au sein de la crise sanitaire, ce sont des taxes et des amendes. Bon, c'est pris en urgence comme ça. Mais finalement, c'est une logique extrêmement injuste parce qu'il y a des personnes pour qui 38 € ou 130 €, ça ne va pas représenter tant que ça. Et il y en a des personnes dont ça va faire basculer la fin du mois. Et y compris dans la logique, ce qui s'est passé sur la crise des Gilets jaunes, c'était à nouveau une logique de taxes. Donc finalement, ça vient imposer pour des raisons de pénurie ou bien de limitation de la consommation, ça vient surimposer, faire surressentir à des gens qui ont déjà peu, alors que ceux qui ont beaucoup, au fond, c'est insensible pour eux, quoi. C'était le côté complètement fondé du mouvement des Gilets jaunes. À partir du moment où tu as un nombre de précaires énergétiques qui explose, si comme moyen de régulation des émissions carbone, tu imagines une taxe, c'est le pire instrument que tu puisses imaginer. Je crois que maintenant, il faut pas avoir une fausse honte là-dessus. On doit défendre la question des quotas. Défendre les quotas, c'est défendre la justice, c'est sauvegarder les biens communs essentiels et c'est réduire les disparités de richesse qui sont devenues complètement insensées dans la société d'aujourd'hui. Il faut pas avoir peur, il faut défendre ça. Pour moi, c'est fondamental. Tu vois, c'est bien parce que bon, je fais un bouquin là, donc tu vois, où je reprends le discours de Macron de jeudi dernier, qui est un peu le même que le discours de Sarkozy et qui dit voilà, faites-moi confiance, je vais tout changer.
et il va y avoir des ruptures. Et il faut que, en parallèle de la critique des non-ruptures effectuées par Macron, parce qu'en fait, il est vraiment la suite de l'ancien monde, quoi, qu'on a depuis 30 ans. On est dessus, hein. Et il faut que nous, on ait nos ruptures à proposer. Et je pense que parmi nos ruptures, en effet, les quotas sont un point qu'il faut défendre. Donc, tu vois, ça sera un apport pour ce soir. Autre chose, tu parlais tout à l'heure de pénurie. Finalement, la question se pose pour la crise du coronavirus, mais plus généralement, par quel biais on va en sortir? Par le biais de la guerre de tous contre tous ou par le biais de la solidarité? Et je dirais que c'est comment on va sortir de cette crise-ci et comment on va sortir de ce que le mot n'a pas été prononcé, mais enfin, si ce n'est un effondrement, du moins une dégradation probable de nos conditions de vie. Ben, si on cherche à en sortir avec la guerre de tous contre tous, on ne va pas en sortir, on va y plonger et on va en crever. Ça, c'est la leçon de l'histoire de l'humanité. C'était déjà la leçon de Darwin. Dans la descendance de l'homme, les êtres humains s'en sortent par solidarité. Alors parfois, c'est la solidarité à l'intérieur d'un groupe contre les autres, hein, attention. Mais en tout cas, on ne s'en sort pas sans coopération. Et je dirais autre chose, et là on voit toute la fragilité de nos institutions. Ce côté pyramidal par rapport à une crise comme la nôtre, il y a quelque chose de très très gênant parce qu'en fait, personne ne peut transcender sa propre psychologie. Moi je l'ai vu moi-même, si tu veux, il y a 15 jours, alors que pourtant on avait l'Italie, on avait la Chine, moi-même, j'arrivais pas à mesurer la gravité de ce qui se passait. Et c'est un peu aussi la polémique là autour de Buzyn. C'est-à-dire, ce qui est fondamentalement important dans des cas comme ça, ce sont les collectifs. Et c'est tout le problème de nos institutions, la Ve République. Et heureusement qu'il n'est pas allé jusqu'à l'article 16, de toute façon c'était anticonstitutionnel, mais c'est gravissime. Tu ne peux pas t'en remettre à une seule personne parce que le jugement de chacun a une certaine fragilité. Alors là, évidemment, il a, Dieu merci quand même, un conseil scientifique derrière lui, mais c'est aussi une occasion de réfléchir aux mécanismes démocratiques. Et en plus, quand il dit lui-même, on va faire autre chose derrière, mais enfin, il se fout de nous. Le problème, il faut qu'il y ait un élan social pour qu'on puisse faire d'autres choses. Lui, il peut être au mieux dans les institutions telles qu'elles sont ici, une espèce d'initiateur, de type qui propose. Mais si lui décide, et alors? Les changements qu'on a apportés, c'est des changements extrêmement profonds. On ne peut pas les faire si on n'accepte pas des mesures structurelles, comme celles qu'on vient d'indiquer sur les quotas, qui redistribuent les cartes et qui vont faire que ça a un sens d'aller de l'avant. On va pas faire ça comme ça, si tu veux. Et ça, il me semble que c'est vraiment extrêmement important. C'est aussi le moment de réfléchir à la question de la subsidiarité. Ça veut dire quoi, la subsidiarité? Si tu veux, le fait que, par exemple, bien, étant dans un pays où ça c'est plus ou moins pratiqué, encore qu'il faut nuancer, mais parfois, sur certains choix, on va beaucoup mieux décider à une échelle locale. Il y a aussi à repenser la fonction de l'État, si tu veux, par rapport à des niveaux de décision inférieurs. Par exemple, quand on parle de planification écologique, la planification écologique, on va planifier des objectifs. Mais en même temps, tu peux imaginer que si tu ne laisses pas une certaine initiative, et une initiative collective, pas des gens qui ont l'argent seulement, une certaine initiative collective pour atteindre tes buts, tu vas pas les atteindre. Et si tu libères pas des possibilités différentes de les atteindre, on est face à des changements qui sont gigantesques. Si on veut s'en sortir, ça veut dire que la manière dont on vit aujourd'hui, on va s'en éloigner, on va même avoir une certaine rupture en ayant bien ce que tu as dit tout à l'heure à l'esprit, c'est-à-dire quelle est la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut le bien-être. Et tu l'as rappelé par exemple tout à l'heure, quand tu as des écarts de richesse très importants, tu as un mal-être de ceux qui sont dans la mouise, c'est la moindre des choses, mais tu as aussi, carrément, c'est ce que montre Wilkinson, tu as un malaise des gens qui sont plus riches, qui vont s'enfermer, qui tombent dans une paranoïa, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut un bien-être général. OK? Eh bien, la chose n'est pas évidente, et pour y arriver, il faut à la fois qu'on ait des bornes, on doit atteindre ça, mais en même temps, il faut qu'on ait la force de faire des expériences, de chercher, de trouver les meilleures solutions, etc. Et pour ça, il y a une espèce, si tu veux, de libération des initiatives collectives qu'il faut parvenir à organiser. Et ça, ce n'est pas une chose toujours très facile. Ok. Dernière question, est-ce que tu crois, finalement, une crise, ça ouvre une fenêtre
c'est une remise en cause du système, c'est un temps où le sol est plus mou pour proposer des choses nouvelles. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la gauche et les écologistes, tant du côté des intellectuels que des associations, des syndicats, des partis, est en état de s'inscrire, de venir entrer dans cette brèche et l'élargir? Bah, moi, j'aimerais beaucoup la construction de ce qu'on pourrait appeler un front populaire écologique. C'est-à-dire que là, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a 10 ans devant nous. Les municipales, bon, voilà, la chose s'est passée d'une façon bizarre, mais c'était quand même un premier, c'était quand même, disons, une première étape. On n'a pas un temps infini devant nous. Donc, moi, il me semble que ce qu'il faut, c'est de parvenir quand même à créer un rassemblement assez général. Alors, tu vas me dire, plus le rassemblement général, plus il est flou idéologiquement, et plus, mais justement, on a précisément une crise aujourd'hui qui nous montre très bien que si on ne change pas nos ordres de priorité, eh bien, ce qui nous arrive va se produire à une échelle plus forte. Ce qui nous arrive en ce moment. Ça va nous faire crever. Donc là, en quelque sorte, on a une échelle qui est très claire. Et effectivement, il faut… l'économie, ce sont des moyens. Ça n'est pas une fin. Ce sont des moyens. La fin, c'est le bien-être et la justice. Ok. Et il faut repenser les moyens en fonction de cette fin. On a une espèce là d'opportunité dingue, puisque on montre que la structuration du monde antérieur arrive à une situation qui est totalement absurde. Ok. Je te remercie, Dominique. Bah, tu vois, depuis ma cuisine, je m'efforce de saisir cette opportunité, sachant que derrière cette opportunité, c'est comme dans toutes les crises. Hein. Bon, l'un de mes héros est Maurice Crégel-Valrimont, qui était un héros de la résistance et qui a mis au point, enfin, qui a participé au programme Les Jours Heureux, un programme rédigé dans la nuit noire nazie. Donc voilà, mais donc il faut, quand on parle d'opportunité, évidemment, on n'oublie jamais que derrière il y a des détresses dans les hôpitaux, dans les EHPAD et ainsi de suite, quoi. Bon, et même, merci beaucoup Dominique. En tout cas, merci à toi, les cuisines, à bientôt, à la prochaine. Merci d'avoir essuyé les plâtres de cette émission. Merci beaucoup Dominique. Bon, alors on conclut. J'ai reçu plusieurs messages qu'on m'a sortis là. Elles sont où les brioches? Bah oui, j'ai ma fille qui arrive le samedi et donc je fais plein de brioches. Les fans de brioches, voilà. Bon, alors ensuite, voter une loi pour qu'on n'aille plus travailler, je veux bien, mais on n'a pas la majorité. Mais sans doute que ça fera partie des propositions qui vont être faites par la France Insoumise à l'occasion du débat qui va se dérouler jeudi sur la loi extraordinaire, mais qui sera en cercle très restreint puisqu'il y aura que deux députés par groupe. Ensuite, on nous dit, vous oubliez les assistantes maternelles. Non, j'en ai parlé parce que je sais que à la fois elles peuvent continuer à faire leur travail et donc à être contaminées, et en même temps, quand elles le font pas, eh ben il n'y a pas de sous derrière. Donc voilà, ça fait partie plus que des trous dans la raquette, quoi. Alors, je vois que nous parlez pas de la situation de la Poste et des facteurs. Eh ben, on va y venir, mais pas aujourd'hui. Et on me rappelle Luxfer. De toute façon, Luxfer, on va en reparler. On va sans doute passer un coup de fil dans les jours qui viennent à nos amis de Luxfer parce que c'est vraiment emblématique d'une perte de souveraineté et là, en l'occurrence, sur du matériel médical. Je vais terminer puisqu'on est dans… J'ai démarré ma première vidéo sur le coronavirus en me lavant les mains et en disant que c'était un bouquin qui m'avait fait penser, parce qu'il y avait des études qui étaient faites au 19e siècle où il y avait une hausse de la mortalité chez les femmes enceintes et on s'était demandé pourquoi. Elles allaient pour la première fois accoucher dans la maternité et pourtant ça leur faisait augmenter la mortalité, sachant que c'était quelque chose qui avait été fait pendant des siècles par des femmes, des sages-femmes et ainsi de suite. Et là, ça entrait dans la blouse blanche du médecin homme et il y avait plus de morts. Pourquoi ? Eh bien, ça a été découvert simplement parce que on ne se lavait pas assez les mains et le simple fait de ne pas se laver les mains avait produit ces morts. Et on m'a dit, c'est la thèse de Louis-Ferdinand Céline, thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline, puisqu'il était médecin, sur un médecin suédois, je crois, mais que j'ai oublié. Donc, c'est pas le Décameron, finalement, ça a changé. Parce que j'ai changé de choix de lecture. Et en fait, c'est un bouquin que j'avais lu, c'était pas la thèse de Céline, c'est un bouquin qui s'appelle La naissance en Occident, et qui est un super bon bouquin, vraiment, je considère féministe, parce que ça raconte comment on a médicalisé cet acte-là
pour le meilleur, parfois, pour du mieux parfois, et pour du pire aussi, mais comment en le médicalisant, on a ôté ce savoir des mains des femmes qui le faisaient très bien pendant des siècles, pour le remettre dans les mains des scientifiques en blouse blanche et donc des hommes, et comment on a extrait ça. Et je cite là l'un des co-auteurs, qui est Paul Cesbron, qui est un homme qui a été responsable du service de la maternité à Creil, donc dans l'Oise, qui est là au cœur de la crise du coronavirus en ce moment. Donc, je le salue, même s'il est maintenant à la retraite. Et je le salue aussi parce que ils ont mené un énorme combat justement pour que cette maternité ne ferme pas. Parce que sinon, on est dans un bassin qui est très populaire, où il y a une très forte démographie. Et bizarrement, l'Agence régionale de santé voulait et veut encore, mais c'est moins sûr, fermer cette maternité. Alors que on veut envoyer les femmes dans des endroits où il n'y aura pas de liaison en train, il n'y aura pas de liaison en métro, il y aura pas, et avec plein de personnes, je crois 40% du secteur qui n'a pas le permis de conduire. Donc voilà comment faire ces femmes. Donc j'en profite pour saluer Paul Cesbron et donc son livre que moi j'avais trouvé très bien, qui s'intitule La naissance en Occident. D'ailleurs, on en avait fait un entretien dans Fakir et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une petite publication. Voilà, je vous remercie pour cette première émission. Moi, je suis vachement content de retrouver la radio quelque part et on se dit à demain. Alors, sachant que cette semaine, je vais faire ça, je vais bosser le matin, je vais écrire mon bouquin le matin et le soir, on fait un compte rendu, on discute comme ça. Mais ça va sans doute s'arrêter en fin de semaine parce que la semaine prochaine, j'ai mes gamins et ça risque d'être sur un rythme un peu plus perturbé. Voilà, c'est la garde alternée et la garde des enfants à la maison qui permettent pas de rester sur le même rythme de travail. Il va falloir les accompagner pour aller sur le site de l'Éducation nationale pour qu'ils travaillent à distance et tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, les sortir un petit peu dans le parc derrière en ayant rempli son attestation. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, je vous dis à demain et merci beaucoup. Je remercie, je le dis toujours, mais franchement, c'est permis ça ce soir parce qu'il y a eu Sylvain, parce que il y a eu Paul, parce qu'il y a eu Brigitte, parce qu'il y a des tas de personnes qui rassemblent ça et qui permettent que ce travail, c'est un travail collectif, même si je suis le seul à être là devant vous, devant la caméra. Merci beaucoup à vous et puis à demain. Et puis on va essayer. Si vous avez un jingle, donc une proposition de jingle au début, de jingle à la fin, voire des petites pages pour le milieu quand on annonce un jeu ou quelque chose comme ça. Voilà. Allez, salut. Je compte sur vous. Au revoir.